Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, un épisode sur l'apprentissage en double boucle. En double boucle. C'est un peu bizarre comme nom, je vous l'accorde. Double loop learning, tout de suite mis en anglais, évidemment. C'est comme dans les chansons populaires, on peut chanter des idioties absolument abracadabrantes en anglais, ça sonne super bien. En français, c'est plus compliqué. Donc, apprentissage double boucle. De quoi s'agit-il? Chris Argyris. Ça vous dira certainement rien. C'est pas un psychologue, c'est pas un sociologue, c'est un consultant-chercheur, on va l'appeler, qui est un des fondateurs du mouvement de développement organisationnel, auquel j'appartiens. Donc c'est quelqu'un qui est mort en 2013, malheureusement, au grand âge de 90 ans, je crois. Il est né en 1923, d'origine grecque, grandi dans le New Jersey aux États-Unis. Ça, c'est mon état, parce que j'ai la famille là-bas. Bref, Chris Argyris, pourquoi un personnage important? Parce que père du concept d'organisation apprenante. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, en tant que cadre et dirigeant d'entreprise ou d'organisation, père du concept d'organisation apprenante. Ce terme, vous l'avez peut-être entendu chez Peter Senge, S-E-N-G-E, dans son bouquin Les 5 piliers de l'organisation apprenante. Enfin bref, il a repris et développé la théorie de Chris Argyris, qu'il n'a pas fait seul, il y avait aussi Donald Schoen avec lui. Dans ce concept d'organisation apprenante, l'idée, c'est que pour se maintenir en état de compétitivité, une entreprise doit apprendre sur elle-même. Alors, vous voyez que je vous ai déjà donné presque le secret, mais doit apprendre sur elle-même. Ne doit pas juste apprendre, mais apprendre sur elle-même. On y reviendra. C'est la double boucle. Et donc, pour apprendre, il y a un certain nombre de choses, de conditions à remplir. Alors, on parlera peut-être dans un autre épisode de l'échelle d'inférence d'Argyris, qui est intéressant comme idée de comment réfléchir. C'est aussi le père du concept d'action science, science de l'action, qui vise à explorer les raisonnements et les attitudes qui sous-tendent l'action humaine et à produire un apprentissage plus efficace. Ça, c'est le grand truc d'Argyris. Écho, c'est pas le seul. On a parlé dans ce podcast d'Edgar Schein, on en reparlera peut-être une fois avec son modèle de Lamar ou Nénuphar, qui dit, il y a un article de blog sur le site qui reprend ce concept. En gros, l'idée de la Lamar ou Nénuphar, c'est il y a des hypothèses, des non-dits, qui sont les racines, qui sous-tendent ce que nous on voit en surface, le nénuphar. Et donc, tout ce que dit Argyris, en fait, c'est que plus ces racines, en fait, sont mises à jour, plus on discute et on remet en cause ces racines, ces hypothèses, ces non-dits, plus l'entreprise apprend sur elle-même, plus elle est efficace. Et il détaille ça dans deux modèles. Alors, ce sont des modèles, pas des théories, ça veut dire que ce sont des choses qui décrivent, c'est une proposition de description. Il parle du modèle 1 et du modèle 2. Le modèle 1 est le modèle, je dirais, standard, qui a cours dans toutes les entreprises, ou presque, que je visite, que je consulte, avec lesquelles je travaille. Et Argyris dit, c'est plutôt le modèle 2 qu'il faudrait avoir. Alors le modèle 1, de quoi s'agit-il? Le modèle 1, dans l'objectif des gens qui sont dans le modèle 1, il y en a 3, définir des objectifs et puis essayer de les atteindre, mais de manière un peu unilatérale. C'est très décision-action. Maximiser les gains, minimiser les pertes, et puis surtout minimiser l'expression ou la génération de sentiments négatifs ou correctifs. En gros, ce que je décris là, c'est l'entreprise, la PME, de base, dans nos régions, autour de nous. Définir objectifs et essayer de les atteindre, ok. Maximiser les gains, minimiser les pertes, ça je crois que n'importe quel cas dira oui, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Et puis minimiser l'expression, la génération de sentiments négatifs ou correctifs, ça prend du temps, puis il y a des sentiments, puis c'est chiant, et puis c'est compliqué, et puis on n'a pas envie de s'occuper de ça. Donc, Alors, stratégie d'action pour atteindre ces objectifs, concevoir, gérer et planifier de manière parfaitement unilatérale, s'approprier les tâches et les contrôler de manière unilatérale, se protéger soi-même et du coup protéger les autres ou son équipe ou je ne sais qui dans l'entreprise de manière unilatérale, et puis évaluer les autres de manière à pas encourager la mise à l'épreuve de la validité de l'évaluation, on en reparlera.
Donc faire des évaluations, mais sans vraiment être très clair sur le pourquoi du comment de l'évaluation. Donc ces stratégies d'action, de nouveau, sont des choses qu'on fait, hein, planifier, contrôler, etc. Mais vous voyez que le mot-clé ici, c'est unilatéral. Il y a une espèce de... Comment il faut dire? C'est un peu Pavlov, c'est un peu action égale réaction. D'accord? Donc, quelles sont les conséquences de ce genre, si vous voyez ça autour de vous? Donc des choses très unilatérales, très décidées, par exemple top-down, c'est un exemple de planification ou de gestion unilatérale. Beaucoup de contrôle, des protections, des loyautés. Eh bien, qu'est-ce que ça implique? Alors en anglais c'est defensiveness, en français je pense que attitude défensive ou défensivité on dirait peut-être, hein, de la méfiance, de la compétition interne, manipulation interpersonnelle, la conformité, etc., etc. Faible liberté de choix, faible engagement interne, motivation en berne, faible prise de risque. Et ça vous allez le voir. L'engagement interne très bas. Vous dites mais pourtant ça va bien, hein, on est en période de pandémie, notre business à nous va bien, on n'a pas à se plaindre, mais les gens sont pas engagés, sont pas motivés, et puis il n'y a aucune prise de risque. En parenthèse, si votre entreprise a besoin d'innover, parce que c'est comme ça qu'elle va survivre, vous voyez que d'être dans un modèle 1 avec une faible prise de risque, vous n'êtes pas dans le bon modèle. Alors, comment, par exemple, hein, si on prend une des conséquences faible prise de risque, comment lier ça avec ce que dit Argyris à propos du modèle 1? Vous voyez que, pourquoi je suis d'accord de prendre un risque? Parce que je sais que je vais pas risquer grand-chose, finalement. Je vais prendre un risque, je vais tester, je vais essayer quelque chose pour être innovant, nouvelle manière de faire. Si je ne risque pas l'opprobre de mon chef, si je ne risque pas un avertissement, si je ne risque pas de la moquerie, si je ne risque pas d'être ignoré, je prendrai un risque, si je ne risque pas d'eux. Mais si je vois autour de moi que les gens se protègent, si je vois autour de moi que les gens s'approprient les tâches à eux, c'est leur tâche à eux, et il y a des turfs, hein, il y a des guerres de territoire. Hein. Si je vois que le contrôle et l'évaluation sont faits de manière parfaitement unilatérale, sans explication, sans raison, eh bien, je ne prendrai pas de risque parce que j'ai envie de vivre ma vie professionnelle avec le moins de contraintes, enfin pas de contraintes, mais le moins de problèmes possibles. Donc les deux sont bien liés. Et ce modèle 1, eh bien, c'est ce qu'Argyris s'appelle l'apprentissage en boucle unique. Ou même, lui, alors il dit que c'est de l'anti-apprentissage, en fait. Il appelle ça de l'autocellage. Ça veut dire que c'est des systèmes qui s'auto-limitent. Alors, l'exemple, c'est quoi? L'exemple le plus simple, c'est le thermostat qui corrige l'ouverture d'eau du système de chauffage en fonction de la température mesurée. Un thermostat, ça fait quoi? Ça mesure la température, ça compare avec une valeur donnée, je sais pas, 21 degrés, et puis si on est à 23, on coupe l'arrivée d'eau, et puis si on est à 20, on augmente l'arrivée d'eau. Voilà. Donc c'est un système apprentissage en boucle unique. D'accord? Donc, c'est un cycle fermé. Vous voyez le cycle fermé, il y a, si vous voulez, il y a la règle de prise de décision qui est 21 degrés, mise de l'extérieur, hein, par exemple c'est moi qui ai réglé ma pièce à 21 degrés, décision, action, feedback, décision, action, feedback, décision, action, feedback, décision, action, feedback. Décision dans le cas du thermostat, c'est on est en dessous, action, j'ouvre l'eau, je mesure, feedback, on est toujours en dessous, décision, je laisse l'eau ouverte, action, je laisse l'eau ouverte, mesure, je suis à 21, décision, fermeture, action, fermeture. Je continue à mesurer. Vous voyez qu'on est en boucle. On est en boucle complètement fermée. Et ça, Argyris dit, c'est pas une entreprise apprenante. Parce qu'en fait, elle apprend pas sur elle-même. Elle remet pas en cause les choses. Et donc, ça donne des comportements qui, à court, à moyen, à long terme, sont parfaitement, on va pas dire négatifs, mais qui peuvent amener beaucoup de négativité, comme on l'a vu, faible prise de risque, faible engagement interne, etc., etc. Exemple, alors au lieu de prendre un thermostat, on va prendre quelque chose d'un peu plus commun dans une entreprise. Je reçois un message, un email de ma direction. Je reconnais un message contradictoire. Je vois qu'il y a une contradiction dans le message qui m'est donné. Par exemple,
La santé des collaborateurs compte beaucoup pour nous, mais chez nous, il n'y aura pas de télétravail. Bon, message contradictoire. Agir comme s'il n'y avait pas de message contradictoire, puisque j'ai pas le droit de donner des éléments négatifs ou des éléments correctifs, on l'a vu dans les objectifs, minimiser l'expression de la génération de sentiments négatifs correctifs, donc j'agis comme s'il n'y avait pas de message contradictoire, je rends mon action indiscutable, donc par exemple, je suis responsable, je sais pas moi, de production ou chef de service, il n'y aura pas de télétravail chez nous parce que... et puis alors on va justifier, alors après ça on est fort, on va justifier, on va rationaliser. Et donc cette action, elle est indiscutable. Il n'y a pas de discussion parce que c'est évident que nous devons absolument maintenir la vie de l'entreprise, nous devons maintenir nos commandes, nous devons continuer à livrer. Et dernière étape, pour boucler la boucle, je rends indiscutables les indiscutables. C'est que quand quelqu'un vient me dire « Non mais je comprends pas », non mais c'est très simple, c'est la survie de l'entreprise. Ça, c'est une entreprise qui n'apprend pas. Donc, une entreprise qui n'apprend pas, c'est une entreprise qui refuse de remettre en cause les hypothèses de base, les règles non dites, les modèles mentaux qui sont souvent non partagés. Vous voyez qu'en fait, dans notre boucle, décision, action, feedback, la décision, elle vient d'où ? Il y a certaines règles de prise de décision. Dans le cas du thermostat, c'est simple, c'est binaire. C'est trop bas, tu ouvres, c'est trop haut, tu fermes. Ce sont des règles de précision, c'est un petit peu comme une programmation, si vous voulez. Et donc, ces règles de prise de décision viennent de nos modèles mentaux. Donc c'est le modèle mental qui génère les règles de prise de décision, qui génère les décisions, qui génère les actions, qui génère le feedback, après on est en boucle. Donc vous avez modèle mental entraîne règle de prise de décision qui entraîne la boucle. Et la boucle, elle est infinie. Parce que les règles de prise de décision ne sont jamais modifiées. Parce que le modèle mental n'est jamais remis en cause. C'est assez simple. Alors passons au modèle 2. Alors modèle 2, les objectifs sont différents, les stratégies d'action sont différentes, les conséquences sont différentes. Alors il y a un peu de vent parce que vous verrez que tout est beau dans le modèle 2 et tout est absolument catastrophique dans le modèle 1. Je vous le donne comme il est décrit. Objectif du modèle 2, maximiser les informations valables. Mais ça veut dire quoi ça ? Mais Vincent, je suis pas là, moi je suis cadre pour produire des pièces, pas pour maximiser l'information. Faites-moi confiance. Deuxième objectif, permettre à toutes les personnes concernées de faire un choix libre et éclairé. Troisième objectif, avoir un engagement interne élevé en faveur du choix et un suivi constant de sa mise en œuvre. Donc, vous voyez qu'on déplace le focus de l'action sur la décision, voire même sur les règles de prise de décision, voire même sur les modèles qui sous-tendent les règles de prise de décision. Alors comment est-ce qu'on fait stratégie d'action ? Conçoit des situations dans lesquelles les participants dans le système, les collaborateurs, les cadres, peuvent initier des actions et peuvent connaître une causalité et un succès personnel élevé. Donc, contrôle sur ce que je fais. Contrôler conjointement les tâches et non unilatéralement les tâches. Pourquoi ? Parce qu'il y a apprentissage avec deux équipes. Imaginez que la prod et la logistique soient pas d'accord sur les délais de livraison. Je sais, ça n'arrive jamais. C'est un exemple parfaitement virtuel. Le réflexe, c'est de quoi ? C'est de dire, c'est la logistique qui est in charge. Donc, c'est la logistique qui est responsable du contrôle. Donc, la logistique inféode la production. Ça, c'est du single loop learning. Parce que c'est unilatéral, et donc, il n'y a pas de remise en cause. Il suffit que le modèle mental du chef de la logistique soit A, et puis que le modèle mental du chef de la prod soit B, et vous avez ce qu'on appelle un conflit. Et pour peu que ce soit des gros départements, vous avez des départements qui vont être en conflit. Et ça, c'est pas beau à voir. Parce que là, il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de coopération, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien. Et donc, alors là, c'est, moi je produis, les autres ils se démerdent pour livrer. C'est eux qui contrôlent, c'est eux. Et puis, vous ne voyez pas, mais je mets les mains vers le haut. Puis je dis c'est eux vers le haut. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans une bonne dynamique. Faire de la protection et des autres, de soi et des autres, une entreprise commune.
transformer des positions ou des comportements en stratégies d'action qui illustrent ouvertement comment les acteurs ont atteint leurs évaluations ou leurs conclusions et comment ils les ont élaborées pour encourager la recherche et l'expérimentation par les autres. Si on fait tout ça, qu'est-ce qu'on obtient? C'est évident, des relations interpersonnelles qui sont beaucoup moins défensives, puisque je peux en parler, de la collaboration, de la coopération, de la confiance, et puis une confrontation ouverte sur des questions difficiles. Vous me direz, moi j'ai pas le temps, je dois produire moi, je dois être efficace. Oui, mais ça c'est une vue de l'efficacité qui est une vue à extrêmement court terme. C'est dans l'heure. Sans collaboration, il n'y a pas, dans une entreprise moderne, de productivité. Ce n'est pas possible. Donc, oui, vous avez l'impression d'aller plus vite à court terme, mais toutes ces petites actions, toutes ces petites boucles, décision, action, feedback, décision, action, feedback, décision, action, feedback, toutes ces petites boucles, elles ont l'air productives en elles-mêmes, mais dans le système, globalement, c'est une improductivité absolument incroyable. Donc, ce que Argyris propose dans ce modèle 2, c'est un apprentissage en double boucle, donc qui inclut la remise en question des objectifs. Alors, le thermostat, par exemple, si on reprend l'exemple du thermostat, c'est quoi? C'est le thermostat qui se pose la question de savoir si 21 degrés est vraiment nécessaire au mois de mars. Alors, c'est rigolo dit comme ça, évidemment, puisque un thermostat ne se pose pas de questions. Parce qu'un thermostat est un outil en single loop learning. Mais imaginez un thermostat avec de l'intelligence artificielle qui a appris à connaître vos préférences au cours de l'année, dans quelle pièce vous aimez bien qu'il fasse un peu plus chaud, etc. Eh bien, la difficulté de l'intelligence artificielle, et son danger aussi, et son avantage, c'est que vous auriez un thermostat en double loop learning, c'est-à-dire qui apprendrait à modifier ses propres règles de fonctionnement en fonction d'autres variables. Donc, ici, on a le modèle mental qui implique des règles de prise de décision, qui implique des décisions, qui applique une action, qui applique un feedback, mais le feedback, c'est là où il y a la double boucle, le feedback, il va à deux endroits. Il va sur la décision, évidemment, il faut toujours continuer à apprendre au niveau de la décision, mais il va aussi surtout au niveau du modèle mental. Donc on remet en cause les hypothèses de base. Donc il y a une boucle de feedback sur la décision et une boucle sur l'hypothèse qui m'a mené à, etc., etc. Donc, dans le modèle 2, on accepte de remettre en cause les hypothèses de base, les règles non dites, les modèles mentaux qui doivent être partagés. On doit discuter de pourquoi est-ce que toi, tu arrives à cette conclusion et moi, j'arrive à cette discussion-là, à cette conclusion-là. Dans l'exemple que j'ai pris, la direction qui me dit la santé des collaborateurs est importante, mais il y a du travail à distance pour personne. La contradiction existe. Donc, dans une entreprise apprenante, cette contradiction peut être discuter en réunion d'équipe, par exemple, ou en réunion de direction. Et puis, quand la directrice dit non, mais c'est la survie de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a un modèle mental dans lequel la survie de l'entreprise est plus important que tout le reste. Et puis, on peut imaginer, je sais pas, moi, la directrice des ressources humaines, ou le directeur de la logistique, ou le directeur du marketing qui dit non, moi je pense que c'est les collaborateurs. Parce que lui, il a un autre modèle mental qui implique que pour lui, c'est ce modèle-là, collaborateur, donc confiance, donc productivité, donc survie de l'entreprise, plutôt que celui du directeur ou de la directrice. Et donc, ça doit être discuté. Et ce n'est qu'en discutant de ces choses-là que l'entreprise va apprendre sur elle-même, que par exemple la directrice ou le directeur va s'apercevoir que son modèle mental, effectivement, il croyait toujours lui-même mettre la vie des employés devant, mais il s'aperçoit en fait que c'est pas vrai. Il s'aperçoit que, au plus profond de lui, c'est le client qui est le plus important. Très bien, discutons-en, prenons une décision collective sur le sujet, établissons que dans l'entreprise XY, notre modèle mental, pour l'instant, est celui-là, on va le communiquer, et on va agir tous de concert dans cette idée de modèle mental-là. C'est l'idée du modèle 2 de l'apprentissage double boucle. Alors, comment faire pour être en modèle 2 en fait, vous voyez qu'on revient à un certain nombre d'idées que nous avons déjà exprimées dans ce podcast. Favoriser la confiance entre les gens. Pour avoir ce genre de discussion relativement profonde, il faut que les gens se fassent confiance. On va reparler de sécurité psychologique pour que les gens puissent se faire confiance. On va favoriser les échanges vrais.
Les échanges où les gens se disent de vraies choses, mais pour ça, il faut prendre le temps de le faire. Donc, pour prendre le temps de le faire, il faut croire que le temps investi, finalement, de cette manière-là, est un temps qui est bien investi. Vous direz, c'est un modèle mental, et vous aurez raison. Je suis en train d'essayer de changer votre modèle mental. Et puis, dernière chose qu'on peut faire, c'est favoriser la clarté des hypothèses. C'est dire, mais pourquoi? Comment tu arrives à cette conclusion-là? L'obtention des fameuses, le maximiser les informations valables. C'est ça que je vais aller chercher. Quand mon collaborateur ou mon collègue ou mon chef arrive à une autre conclusion que la mienne, plutôt que de l'accepter ou de me dire que c'est un génie ou un imbécile, je vais me dire, mais comment il arrive à ces conclusions-là? Quelle hypothèse il fait? D'où l'utilité d'avoir une entreprise en modèle 2. Alors, évidemment, plus facile à dire qu'à faire, cela dépend beaucoup des entreprises et des contextes, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, on peut discuter très simplement, 15-30 minutes, de ce qui se passe chez vous et de comment l'idée de l'apprentissage en double boucle peut être mise en place chez vous pour améliorer votre productivité, bêtement. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et je me réjouis beaucoup de la semaine prochaine, puisqu'il y a une petite surprise. À bientôt. Ciao.